Tao, pour revenir à ce qu'est la définition du Tao, oui, on dit que c'est Tsuan, c'est-à-dire que c'est l'obscurité. Voilà, c'est l'obscurité, c'est-à-dire que c'est pour montrer qu'il est indicible, qu'il n'est pas compréhensible, mais que l'on ne peut pas le connaître, donc on peut simplement s'unir à lui. Parce que le sage taoïste est précisément celui qui est uni au Tao. Il est un avec le Tao. Mais on ne peut pas le connaître. La vérité ne se dit pas, la vérité se vit. Voilà, elle ne se dit pas, et exactement. Donc je crois que ça c'est fondamental. On ne peut pas connaître, parce que nous on a toujours l'habitude de vouloir connaître, c'est-à-dire objectiver les choses. Dieu c'est quelque chose que l'on peut prouver, que l'on objective en quelque sorte, quelque part. Or, avec le taoïsme c'est impossible. Le taoïsme ne peut que se vivre de l'intérieur. Voilà. Et lorsque l'être est uni au Tao, il y a une communion avec la vie. Il communie avec la vie, il est un avec la vie, il coule avec la vie, il coule avec le mouvement de la vie. Voilà. Donc le Tao, effectivement, ne peut pas être défini. Et ça, c'est fondamental. On y retrouve une notion d'amour, en fait, parce que il y a cette union, vous parlez d'union, il y a quasiment quelque chose qui relève même de la fusion, et de la fusion, en tout cas, il y a quelque chose qui s'écoule à travers nous. C'est pas ça, c'est vrai que il y a quelque chose à retrouver. C'est-à-dire que c'est un peu comme on retourne à la terre. Enfin, il y a une séparation et il y a ce retour, cette union à reconquérir, qui, à mon avis, est effectivement fondamental. Oui, c'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que comme les Chinois ont toujours été préoccupés par les problèmes de société, c'est-à-dire que ce soit le confucianisme ou le taoïsme, ils ont toujours été préoccupés par l'idée de gouverner une société idéale. Donc on retrouve toujours dans toutes les philosophies entre guillemets chinoises cet aspect social, cet aspect politique. Et le taoïsme ne fait pas exception. Il y a un aspect politique qui est très important dans le taoïsme. Et c'est cet aspect-là que j'ai développé, effectivement, qui m'a intéressé. Il pose en quelque sorte des applications du Tao dans la société, au niveau de la société, pour définir ce que devrait être une société parfaite, une société harmonieuse, sinon parfaite. Mais on voit bien dans le rôle de l'empereur, par exemple en Chine, qu'il a une fonction excessivement sacerdotale, puisqu'il ne dirige pas. On le voit bien d'ailleurs en médecine chinoise, puisque ça relève du cœur. C'est celui qui reçoit les influences célestes, et il n'a pas de pouvoir de faire, en tout cas. Il a juste ce pouvoir de faire descendre des énergies qui vont elles-mêmes se diffuser. Se transmettre, c'est une influence. C'est un médium, on pourrait même dire ce terme-là. Tout à fait. Il y a quelque chose puisqu'il se déplace dans son mini-tang, il ne sort pas de son palais qui est le centre, parce qu'il y a cette notion de centre qui est fondamentale, et même dans le centre de l'homme, à travers les vertus dont on pouvait parler. Et donc c'est ça aussi, cette fonction politique, elle existe, mais elle est très très paradoxale à saisir pour un occidental en tout cas, et si on doit peut-être rapprocher notre vision moderne, en tout cas c'est celle de l'Occident, où on a à faire. Le principe même du Tao, c'est être non-être, c'est le non-agir. C'est donc effectivement se laisser influencer et rayonner à partir du centre qu'on peut représenter. Oui, c'est-à-dire qu'il est responsable, le roi taoïste est responsable de l'équilibre de l'univers. Il est le pont, en quelque sorte, entre le ciel et la terre. Il est celui qui fait, justement, qui est le médium entre le ciel et la terre, donc qui est responsable de l'harmonie de la terre, puisqu'il est l'expression du ciel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le fils du ciel, l'empereur de Chine. Donc tout ça, c'est effectivement des applications un peu lointaines du principe taoïste. Mais dans le taoïsme, on retrouve un peu cette notion de roi que l'on retrouvait un petit peu partout dans le monde avant, c'est-à-dire la royauté sacrée, c'est-à-dire que le roi ne gouverne pas, le roi est simplement une présence, ou l'expression de la présence. C'est-à-dire que même dans certaines sociétés africaines, lorsqu'il y avait une sécheresse, on pouvait tuer le roi, parce que le roi était en fait responsable, il n'était plus dans son rôle, dans sa fonction, il n'était plus dans sa fonction de représentant du ciel, il avait failli en quelque sorte dans sa fonction d'expression du ciel, et on pouvait le tuer, et le remplacer par quelqu'un d'autre. Et on retrouve en fait dans le taoïsme cette notion de roi qui est en fait assez universelle, que Fraser par exemple a répertorié dans le Rameau d'or. Dans le Rameau d'or, de toute la première partie du Rameau d'or, c'est sur la royauté sacrée, et il donne justement des éléments pour comprendre cette royauté sacrée à travers beaucoup de traditions. Et on retrouve ça aussi bien en Occident, on retrouve ça même chez les rois mérovingiens, on retrouve cette notion
notion justement de roi comme expression du ciel, comme expression de la présence, comme expression de Dieu, enfin tout ça, ça veut dire à peu près la même chose, mais qui ne gouverne pas. Le roi ne gouverne pas dans le taoïsme. Et le sage aussi n'a pas d'emprise sur les êtres, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'un gourou. Le sage taoïste, c'est l'inverse d'un gourou. Le gourou, on lui reproche d'avoir une emprise en quelque sorte sur ses disciples. Or, le sage taoïste n'a aucune emprise sur ses disciples. Il est simplement une présence. Et c'est simplement par sa présence qu'il guidera ses disciples. Et pas du tout par son discours, ou par ses conseils, ou par sa morale, ou par il n'aura... Parce que toujours, toute emprise sur un être est vue comme contraire au Tao. Et c'est dans ce sens-là que c'est libertaire. On pourrait dire que c'est à la fois royaliste, mais dans ce sens précis qui est très particulier, et libertaire. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'en tout cas chez Guénon, on retrouve un peu cette notion également de oui. Royaume, il me semble qu'il y a un livre de Guénon qui y fait référence, où on retrouve exactement cette même fonction sacerdotale, sacrée du roi, qui est un centre. Autorité spirituelle, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Pouvoir temporel en même temps. Oui, tout à fait. Oui. J'aimerais pouvoir dire quelque chose là-dessus. Dans Tao Te Ching, il y a deux types de personnages qui reviennent régulièrement. C'est le prince et le sage, et c'est pas les mêmes. Et donc, quelque part, on sent bien, et chez Chuang Tzu, c'est la même chose, il y a le prince qui est nécessaire pour le peuple, parce que le taoïsme est excessivement élitaire. D'autre part, il y a le saint qui, lui, au bout de sa démarche, a atteint une certaine béatitude, une certaine connaissance, appelez ça comme on veut, et que le rapport des deux est intéressant. Et la première chose qu'il faut noter, c'est que c'est pas le même. Donc c'est pas possible pour un sage d'accepter de devenir prince. La preuve en est, c'est que, et surtout de Chuang Tzu, il y a plusieurs épisodes qui racontent ça, où le ministre un tel vient le voir en disant écoutez, venez, le prince a besoin de vous. Il dit non, attends, j'ai mieux à faire. Vous voyez pas que je pêche, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est une distance. Et à l'inverse, il n'est pas possible pour le prince d'être un sage, parce que justement, il est investi d'une mission qui l'empêche de s'en libérer. Cela étant, donc, il est en dehors du monde des sages. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le sage refuse quelque pouvoir que ce soit, donc il est extrêmement libertaire, il veut pas en avoir, il veut pas que personne dépende de lui, il veut lui ne dépendre de personne, donc il est très très ermite quelque part, et entièrement dévoué à la relation verticale entre le ciel et la terre, mais au sens le plus spirituel et mystique du terme, mais il se prive pas de donner tous les conseils qu'il veut au prince, pour lui dire le peuple, donne-lui à manger, fais-le taire, surtout qu'il reste ignorant, sinon tu auras des ennuis. Vous voyez, il y a là quelque chose qui, ici, dans notre point de vue démocratique et humaniste, est inacceptable. Traite le peuple comme chien de paille. Chien de paille, c'est quoi? C'est des petits chiens qu'on faisait en paille pour les fêtes et qu'on brûlait à la fin de la fête. Ça veut dire que ça n'a pas important, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on dit aussi, si tu veux être un prince en conformité avec le Tao, ben surtout n'agis pas. Et c'est le prince qui agit le moins qui est le meilleur gouvernant. Et donc il y a tout un jeu entre ces deux pôles, du sage et du prince, qu'il est intéressant de regarder.